Je reviens à vous, Denis, parce qu'on a entendu le nouveau maire de Montréal promettre, on le sait, un grand ménage dans toute cette problématique. Mais, Denis, vous avez constaté que la réalité, c'est que ce ménage-là ne sera pas facile à faire. Effectivement, Paul, c'est la mairesse Sanson qui a entre les mains le dossier de l'avenir des salons de massage érotique à Montréal. Je dois vous dire qu'actuellement, elle écoute l'émission avec grand intérêt. J'ai texté avec elle et elle m'a dit qu'elle s'est sentie déstabilisée en voyant la première partie de l'émission. Et elle dit au surplus que les citoyens doivent aller voir les élus pour que, justement, ce dossier bouge. Maintenant, il y a plusieurs partis, il y a plusieurs personnes qui se sentent concernées. Madame Sanson, entre autres, a accepté d'aller dans un salon de massage érotique à notre demande pour aller voir à quoi ça ressemble. Voici maintenant plusieurs points de vue, Paul. C'est Annie Sanson, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, qui doit faire rapport au maire sur l'épineuse question des salons de massage érotique. Bonjour. Non, c'est pas. J'appellerais pas ça une table professionnelle non plus. C'est pas celle qui vend chez Costco, ça? Je pourrais pas l'affirmer à 100 %, mais généralement, il y a un appui pour le cervical. Lors de cette visite éclair d'un salon érotique, le PDG de l'Association des massothérapeutes accompagne Annie Sanson. Est-ce que ça ressemble un peu à au conventionnel, ce que vous voyez là? Non, généralement, une salle de massothérapie, on va voir les diplômes du massothérapeute, son certificat d'appartenance à une association professionnelle. On voit rarement des douches là, directement dans les salles de soins. Depuis quelques semaines, la mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension multiplie les rencontres avec ceux qui peuvent l'aider dans sa réflexion sur les salons de massage érotique. C'est un dossier qui n'est pas blanc ou qui n'est pas noir, c'est pas un dossier qui est simple. Donc, on a les vrais massothérapeutes qui offrent des massos avec des reçus d'impôts. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et on a les autres. Celui qui représente les autres, c'est Yannick Chicoine, président de l'Association des salons de massage érotique. Une association qu'il a fondée en voyant le maire Coderre partir en croisade contre les salons comme le sien. Donc, vous avez vu, on a fait des arrestations, puis on parlait de centres de santé, puis c'était des salons de massage, donc des lieux de débauche. La manière qu'il parlait, il voulait fermer tous les salons de massage. Et au point de vue d'un citoyen, moi, en tant que citoyen de Montréal, je ne crois pas nécessairement que ce soit la bonne solution. Je crois plutôt qu'il faut aller vers un encadrement et une régularisation. Yannick Chicoine possède ce salon depuis 2 ans. Aucune de ces masseuses n'offre de relations sexuelles complètes. Nous, on offre des services érotiques, bien sûr. Alors, c'est des massages qui sont faits soit les seins nus ou nus complètement. C'est un massage corps à corps, donc on appelle le body rub. Okay. Donc, la fille va carrément faire un massage en se servant de toutes les parties de son corps. Donc, c'est un massage très érotique, très sensuel. De là à un acte sexuel, on n'est pas loin. La ligne est mince, en effet. Il peut même avoir des fois des contacts. Alors, je pense que c'est important vraiment de faire attention à ça au niveau de la sécurité publique. Nous avons rencontré Maya au salon de Yannick Chicoine. Je fais aussi des massages corps à corps. Ça veut dire donc on est en contact complètement, là, les corps un et l'autre. Mais pour moi, personnellement, ça ne va pas plus loin. Cette masseuse milite en faveur du maintien de salons érotiques à Montréal. Elle fait partie de ceux qui ont été consultés par la mairesse Sanson. Qu'est-ce qui se passe si on ferme les salons de massage érotique? Bien, forcément, comme moi, comme plein d'autres femmes, ces femmes-là ont besoin de payer leur loyer, de nourrir leurs enfants, de payer leurs comptes, d'aller à l'école, de payer leur paiement de voiture. Donc, ils vont continuer d'avoir besoin de travailler. La directrice de Stella, organisme qui soutient les travailleuses du sexe, abonde dans le même sens. Émilie Laliberté met la ville en garde sur les risques de fermer les salons de massage érotique. D'avoir l'intention de fermer la porte des salons de massage, ça a des conséquences néfastes pour les personnes qui pratiquent ce métier-là. Et elles sont nombreuses, les conséquences, dont une hausse de violence. La question est de savoir quel genre de conditions de travail est-ce qu'on veut offrir aux masseuses. On pourrait dire demain matin, on met la clé dans la porte, on les ferme toutes, c'est réglé. Mais c'est pas réglé parce que il y a les filles
Qu'est-ce qui se passe avec les filles? Qui va aller dans la rue? Comment ça va se faire? C'est facile, on peut appliquer bêtement un règlement, mais il y a des humains là-dedans. Fait qu'il faut qu'on fasse attention pour pas que ça ait un effet domino contraire à ce qu'on veut. La concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qu'on appelle la CLÉ, a recensé 260 salons de massage érotique sur l'île de Montréal. 43 à Longueuil et à Laval, et c'est sans compter les autres qu'il y a un peu partout en province. Les salons de massage érotique sont des bordels contemporains. Diane Matt de la CLÉ souhaite que cette réflexion de la ville conduise à la fermeture des salons de massage érotique. Moi, je suis vraiment contre le fait qu'une fille ou toute personne va offrir un service sexuel contre son gré. Par contre, quand on parle de 2 adultes consentants, entre 4 murs, je vois pas où est le problème. Je veux dire, en tant que société, on a des problèmes beaucoup plus importants à régler que ça, d'après moi. Le fait qu'on se dise comme société, derrière des portes closes, entre adultes consentants, on n'a pas d'affaire à se mêler de ça, ça fait aussi que des clubs, des salons de massage, c'est-à-dire d'érotique, peuvent offrir à peu près n'importe quoi. N'importe quoi qui, à partir du moment où un ou des hommes veulent avoir accès à un corps de femme en particulier, une couleur de corps, une forme de corps, à certains types d'actes, à la carte, les salons de massage, comme l'industrie du sexe ailleurs, va leur offrir en toute impunité. Annie Sanson avoue qu'elle a entrepris cette démarche avec l'idée de faire la vie dure au salon de massage érotique. Plus elle avance, moins l'objectif à atteindre est simple. S'organiser pour que ce soit les bonnes personnes et non le milieu criminalisé ou le milieu criminel qui utilise ça pour soit faire des bordels à ciel fermé, transfert de drogue, blanchiment d'argent. Donc, c'est quand même un dossier qui n'est pas facile. C'est pas un dossier où la solution elle est écrite d'avance parce que les fermer, ça va amener d'autres problèmes. On devra faire d'autres choses pour le reste des problèmes. Quant à l'Association des massothérapeutes du Québec, qui représente 6200 membres... Nous, on suggère vraiment d'établir des critères d'émission de permis, mais d'offrir au public aussi une façon de reconnaître les endroits qui sont professionnels versus les endroits qui sont pas de la massothérapie. Isabelle Hébert, massothérapeute agréée, souhaite elle aussi une réglementation claire pour que la clientèle sache à quoi s'en tenir. Quand les gens nous appellent, et moi, j'ai des techs assez rapidement, alors je leur dis que c'est professionnel, mais souvent ils insistent. Et puis finalement, après toutes ces années d'expérience-là, je vais directement au but, je leur demande s'ils veulent avoir quelque chose à caractère sexuel et je leur dis que non, ici, on ne fait vraiment rien à caractère sexuel. Oui, à une réglementation de l'industrie, nous dit le président de l'Association des salons de massage érotique, mais avec une petite réserve. Le client, il vient à la base pour un massage. Et si jamais la fille est à l'aise et puis il y a une chimie qui se développe entre les deux, il se peut qu'il y ait d'autres options qui soient proposées. Vous considérez que c'est érotique? Vous considérez que c'est plus qu'érotique? C'est thérapeutique. OK. Selon moi. Vous êtes là pour faire du bien? Pour faire du bien. Mais bien sûr, on ne se le cachera pas pour faire de l'argent. C'est assez clair comme message pour faire de l'argent. Maintenant, avec nous, Maître Mia Manocchio, qui est avocate criminaliste. Une question toute simple, Maître Manocchio. Ce qu'on vient de voir là, c'est légal ou c'est pas légal? C'est une question simple, mais qui ne se répond pas simplement parce qu'il reste encore une zone grise, Paul. C'est sûr qu'au mois de décembre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision. Et cette décision-là, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend inconstitutionnelle certaines dispositions du Code criminel du Canada qu'on applique ici au Canada. Donc, je vous dirais qu'à la suite de cette décision-là, probablement que les plus grands gagnants sont les propriétaires de ces salons-là, les clients et, je vous dirais, les dames qui s'adonnent à cette pratique-là. Regardons justement les dispositions, si on veut, du Code criminel qui ont été invalidé, si on veut. Premièrement, là, il y a l'article 210, où on parle de la tenue d'une maison de débauche et des conséquences, si on veut, pour le propriétaire de cet endroit-là. À 212J, on parle de proxénétisme. On le sait, les gens qui vivent, si on veut, des produits de la prostitution. Et finalement, il y a l'article 213.1c qui parle de la communication avec une personne qui désire retenir les services d'une prostituée. C'est ça, pour être clair, c'est le client, là. C'est le client, c'est exact. Donc, ces dispositions-là du Code criminel ont été jugées inconstitutionnelles. Pourquoi?
Parce qu'on a l'article 7 de la Charte canadienne qui dit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Et la Cour suprême a décidé que la maison de débauche, proxénétisme et évidemment la communication entre les gens, faire en sorte qu'on préserve la sécurité des dames, par exemple, qu'on voit dans ce reportage-ci. Donc, on comprend qu'il y a une zone grise à la suite de ce jugement-là. Oui, il y a une zone grise parce que, dans le fond, elle les a déclarées inconstitutionnelles, mais elle permet, pendant 1 an, de les garder valides pour que le législateur puisse modifier le code criminel. Donc, c'est à la fois légal et c'est pas illégal. C'est quasiment ça. C'est que, si on se fait prendre, est-ce qu'on va se retrouver avec des accusations? Je vous dirais que dans la prochaine année, non. Parce que qu'est-ce qui arrive si le législateur modifie totalement ou les invalide complètement? Un mot sur les mineurs, par exemple, les femmes d'âge mineur qui pourraient travailler. Ça, c'est encore illégal. C'est-à-dire à 17-18 ans, 16 et 17 ans, je vous dirais, il faut faire très attention parce que s'il existe un lien de confiance ou d'autorité entre le patron de ces endroits-là et la jeune dame, le patron va se retrouver avec des problèmes. Merci, Maître Manocchio. Je vous en prie.